Le 15 décembre 1840, les cendres de Napoléon Ier font leur entrée dans Paris et sont déposées dans la chapelle Saint-Jérôme de l'église des Invalides. C'est une loi du 10 juin 1840 qui a décidé que, sur les bords de la Seine, Napoléon aurait son tombeau aux Invalides. Mais pour l'heure, quelle forme va prendre ce tombeau? Qui va en être l'architecte et le constructeur? On ne le sait pas, et c'est pourquoi le gouvernement de Louis-Philippe organise un concours pour désigner l'architecte qui aura la lourde tâche de réaliser le tombeau de Napoléon aux Invalides. C'est finalement Louis Tullius Visconti qui remporte ce concours. C'est un architecte déjà très connu à Paris et même dans toute la France. Il est né en 1791 à Rome. Il est le rejeton d'une lignée d'antiquaires, comme on disait à l'époque, dont des spécialistes d'archéologie antique. Son grand-père a créé les musées du Vatican. Son père était un des plus grands historiens de l'Antiquité du début du XIXe siècle. Il est d'ailleurs venu à Paris, où il a été nommé au Louvre. Et d'ailleurs, en 1804, lors d'une visite de Napoléon, le petit Louis Visconti a croisé l'empereur, dont il fera plus tard le tombeau. Louis Visconti a déjà réalisé plusieurs œuvres dans Paris. La plus connue est la fontaine Molière, qui existe encore. Il fera d'ailleurs plus tard la fontaine des Cardinaux sur la place Saint-Sulpice. Il a été élève à l'école des Beaux-Arts. Il a ensuite été l'élève particulier de Charles Percier, qui était le grand architecte de Napoléon Ier. Et puis, il a donc commencé cette carrière qui l'a vu à la fois s'occuper des monuments publics dans la ville de Paris, mais avoir aussi un cabinet privé avec lequel il a réalisé des bâtiments, des monuments. Beaucoup de tombes du père Lachaise, d'ailleurs, sont de Visconti, exemple celle du maréchal Suchet. Louis Visconti a immédiatement l'idée majeure du programme du tombeau de Napoléon, c'est qu'il va le placer dans une crypte. Il le fait parce qu'il veut respecter l'œuvre de l'architecte d'origine, sous Louis XIV, Hardouin-Mansart, et il ne veut pas gâcher le décor baroque de l'église Saint-Louis des Invalides, et c'est pourquoi il décide d'enterrer, si l'on veut, le tombeau de Napoléon, en tout cas de le placer dans une crypte, à laquelle on pourra accéder par des escaliers qui se trouvent derrière le maître-autel que Visconti lui-même va dessiner en s'inspirant de l'autel de la basilique Saint-Pierre de Rome. Le chantier du tombeau de Napoléon commence en 1842 et il va durer un peu plus de 10 ans. C'est un chantier pharaonique, il faut d'abord creuser la crypte, évidemment, il faut la maçonner, il faut dessiner les sculptures, il faut préparer les grands escaliers, il faut faire travailler ensemble à peu près 2500 personnes, des ouvriers, des artisans, mais aussi de grands artistes qui vont faire les grandes sculptures. Louis Visconti, pour cela, crée une agence particulière qu'on va appeler l'Agence des Invalides, dans laquelle il va lui-même, sur ses propres deniers, employer des assistants, des dessinateurs, des surveillants du chantier. Et puis Louis Visconti a beaucoup d'autres fonctions. Le gouvernement l'emploie souvent pour ce qu'on appelle de l'architecture éphémère dans les grandes cérémonies. C'est par exemple lui qui décore Notre-Dame lors des obsèques du duc d'Orléans, qui est décédé accidentellement. Et puis il va y avoir aussi des accidents politiques qui vont retarder la marche du chantier. D'abord, les chambres vont sans arrêt aller vérifier les comptes, on va accuser Visconti d'avoir détourné de l'argent. Finalement, la Cour des comptes fera le bilan à la fin du chantier et dira que tout s'est passé dans les règles et que Visconti, finalement, a gagné assez peu d'argent sur la construction du tombeau de Napoléon. Il y a aussi la difficulté de trouver la pierre qui va être celle du sarcophage. Visconti l'avait en porphyre, mais il n'y a plus de mine de porphyre qui soit capable de donner des quantités pareilles. Et on est donc obligé d'aller chercher du quartzite de Finlande aux confins de l'Empire russe. La Finlande, à l'époque, est intégrée à la Russie. Ça va prendre des mois. Et bien sûr, il faudra ensuite tailler, polir ces pierres extrêmement dures. Et pour cela, les artisans français inventeront de nouvelles machines. Donc il y a même des avancées technologiques qui sont rendus possibles par le chantier du tombeau de Napoléon. En 1848, après la Révolution, la Deuxième République arrête le chantier, et ça va durer pendant 2 ans, avant que le président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, qui est élu en décembre 1848, ne réussisse
à convaincre ses interlocuteurs qu'il faut reprendre ces travaux, qu'il ne faut pas les arrêter, parce que de toute façon, comme il dit, il faudra bien mettre le corps de Napoléon quelque part. Et donc on reprend encore une fois les travaux avec de nouveaux crédits, avec de nouvelles intentions, avec de nouveaux repentirs, ce qui fait qu'il faut attendre 1853 pour que le tombeau soit véritablement achevé. Louis Visconti verra de peu la fin du chantier. Il a, à côté de ce tombeau de Napoléon qui reste à ériger, il a une multitude de fonctions officielles. Il est membre de l'Académie des Beaux-Arts, mais on lui demande de surveiller encore les monuments de Paris. Et surtout, l'ex-président Louis-Napoléon Bonaparte, devenu l'empereur Napoléon III, lui confie l'agrandissement du Louvre. Et Visconti, qui est de santé fragile, va mourir d'une crise cardiaque, et ne verra donc pas le transfert des cendres de Napoléon Ier dans le tombeau qu'il a lui-même achevé. Il faudra d'ailleurs attendre encore 8 ans pour que, en 1861, Napoléon III se décide enfin à donner à l'empereur sa dernière demeure. Louis Visconti est inhumé au Père-Lachaise. Il a d'ailleurs un magnifique monument. Des sculpteurs lui ont rendu hommage en réalisant une espèce de gisant sur son tombeau. Il a été un peu méprisé, oublié, négligé par les historiens de l'art parce qu'on considère que ce sont surtout les sculpteurs qui doivent être mis en avant. Mais ces sculpteurs n'auraient jamais pu placer leurs sculptures et les réaliser si derrière eux, il n'y avait pas eu un véritable chef de chantier. Et ce chef de chantier, le véritable auteur du tombeau de Napoléon, c'est Louis Visconti.